Salam alaikum, Azzoul Filaoun, bonsoir. Lors de l'ouverture solennelle de l'année judiciaire 2025-2026, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé son engagement à garantir une justice indépendante et intègre, reflétant l'état de droit. Une déclaration ambitieuse, applaudie par les magistrats présents, mais qui résonne pour beaucoup d'observateurs comme un refrain déjà connu dans un pays où l'indépendance de la justice reste un vœu pieux plus qu'une réalité. Dans une allocution marquée par le ton de la solennité, le chef de l'État a promis la promulgation du nouveau statut de la magistrature avant la fin de l'année et la poursuite des réformes du système judiciaire. Il a assuré que toutes les conditions seront réunies pour garantir une justice impartiale et intègre, insistant sur la moralisation de la vie judiciaire et la protection des magistrats. Mais sur le terrain, la justice algérienne reste soumise à une hiérarchie étroitement dépendante de l'exécutif. Le président de la République demeure le président du Conseil supérieur de la magistrature, organe censé garantir l'indépendance des juges. Une contradiction de principe que les réformes annoncées ne semblent pas prêtes à corriger. Une indépendance inscrite dans la loi, bridée dans la pratique. La Constitution garantit depuis longtemps l'autonomie du pouvoir judiciaire. Pourtant, les affaires sensibles continuent de révéler un système où la justice agit souvent dans le sillage du pouvoir politique. Condamnation de journalistes, détention préventive prolongée, procédure à charge, contrôle judiciaire. D'une semaine à une autre, le modèle répressif du pouvoir algérien se confirme de plus en plus, avec une cadence accentuée et effrayante. Sans vision politique ni programme stratégique sérieux, le pouvoir algérien entretient un climat de terreur permanent. Harcèlement judiciaire, ISTN, arrestation descente dans les foyers d'activistes, condamnation. Toute la panoplie répressive possible et imaginable est déployée depuis le début du Hirak pour maintenir sous cloche la société algérienne. Le pouvoir ne supporte pas les voix opposées, dissidentes. Il condamne arbitrairement. Les jugements hâtifs et la répression sont devenus systématiques et n'épargnent aucune catégorie de la société. Cette dérive de l'arbitraire a pris plusieurs facettes, dans la mise au point de lois assimilant l'action politique au terrorisme, comme l'atteste le fameux article 87 bis du Code pénal, utilisé pour justifier les poursuites et les arrestations arbitraires. Contrôler, surveiller, empêcher, limiter, entraver, tous les verbes qui accompagnent l'autoritarisme, voire le totalitarisme, sont valides pour qualifier les lois liberticides qui ont été adoptées récemment, comme la loi sur l'information et les médias écrits, électroniques et audiovisuels, la nouvelle loi sur l'activité syndicale et associative, la criminalisation de l'action politique est érigée en système. L'ouverture de l'année judiciaire aurait pu marquer un tournant symbolique, mais sans réforme profonde du Conseil supérieur de la magistrature, sans garantie réelle d'autonomie du parquet et sans révision du rapport entre exécutif et judiciaire, les promesses d'indépendance risquent encore de s'échouer sur les récits du statu quo. En attendant, la justice algérienne reste suspendue entre deux réalités, le discours officiel de l'indépendance et la pratique quotidienne du contrôle. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune à l'ouverture de l'année judiciaire, la promesse d'une justice indépendante, les doutes d'un système verrouillé. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Fellek, marhaba bik.
Azul Sinassar, salam alaikum, bonsoir. Merci pour Salam. l'invitation. Mes amitiés aux participants, aux invités, mais aussi mes salutations aux téléspectateurs d'El Magharibia. Un coucou particulier à la régie. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Très content de vous avoir dans cette émission et merci d'avoir accepté l'invitation. Notre bonjour aussi à nos amis de la régie qui sont toujours là, prêts donc à assumer leur fonction, mais plus que leur fonction. On a aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lello, donc, qui est avec nous depuis Washington, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous via Skype depuis Washington. Hamid Lello, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Ah, on ne vous entend pas, c'est Hamid. Ma'alish. On va essayer de régler ça, Inch'Allah, avec nos amis de la régie. Bien sûr, l'image est excellente, mais on n'arrive pas à vous entendre. Euh, on va commencer d'abord avec vous, Maître Aïssa Rahmoun, avant de vous donner la parole. Bien sûr, on va revenir sur quelques titres de la presse nationale qui a mis en exergue l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026. On va commencer avec Algérie 360. Voilà, donc Tebboune, garantir une justice indépendante et intègre, reflétant l'état de droit, donc a titré le journal 360. L'Algérie aujourd'hui. Tebboune réaffirme son engagement pour une justice au service du citoyen. Le matin d'Algérie. Ah pardon, c'est El Watan, excusez-moi. Le président Tebboune à l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, un nouveau statut pour les magistrats avant la fin de l'année. Le matin d'Algérie. Tebboune ou l'illusion d'un changement, a titré donc le journal Le Matin d'Algérie. Et on termine avec un autre titre, toujours le journal Le Matin d'Algérie. Le journaliste Mustafa Benjema, condamné à 1 an de prison avec sursis. Et on peut lire dans ce titre, on m'a condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis et 10 millions de centimes d'amende. C'est par cette annonce que le journaliste Mustafa Benjema a rendu public sa condamnation, donc hier, dimanche. Voilà. Donc, on va écouter d'abord Soundbite One, nos amis de la régie. Tebboune, plus de lois pour protéger la justice. التذكير بأن مراجعة النصوص التشريعية التي سعينا من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل اللجوء إلى العدالة وإرساء الأمن القانوني الملائم سيتم تعزيزها بإقرار نصوص مكملة تؤطر المبادرة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وترسخ الشفافية والنزاهة وتقوي محاربة الفساد. هذا الجانب يحظى بأولوية قصوى في المسيرة التي نخوضها. تحدي التذكير. Voilà, donc Abdelmadjid Tebboune, pendant l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, devant donc les magistrats présents, mais aussi le ministre de la Justice. Je vais commencer avec vous, donc, Maître Aïssa Rahmoun. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé donc son engagement pendant cette ouverture de l'année judiciaire à garantir une justice indépendante et intègre reflétant l'état de droit. Votre réaction? Écoutez, c'est le vœu de tout citoyen algérien et c'est la vie d'ensemble quand on est dans un état de droit où la garantie de l'indépendance de la justice, mais aussi le fonctionnement de la justice et son rôle doit être garanti non seulement par la Constitution, mais dans la pratique. Quand on entend ce discours, justement, on dirait que c'est un discours qui est fait à la chinoise, à la russe ou à l'indienne. Quand on fait avancer des concepts de développement économique, de stabilité politique, pour dire aux magistrats qu'ils doivent
désormais prendre en considération ses choix politiques. Et la meilleure manière, justement, d'ôter à ce discours, mais aussi au syndicat supérieur de la magistrature, son rôle le plus important, son rôle constitutionnel, son rôle éthique, organique et professionnel, qui est l'indépendance de la justice, mais aussi l'indépendance du magistrat. On a entendu ce genre de discours, la justice au service du citoyen. Souvenez-vous du temps de Boudiaf, Allah yarhamou, du temps de Zaroual, du temps de Abdelaziz Bouteflika, du temps d'Ali Kafi, et aujourd'hui du temps de Tebboune. C'est des discours qui restent vides de substance, vides de volonté politique, justement à consacrer l'effectivité d'une justice indépendante. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Je pense qu'on a réglé le problème de son avec Hamid Lelou. Hamid Lelou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends mieux. Merci. Ah, très bien. On vous entend très très bien, c'est Hamid. قلنا كيف في واشنطن وما كاش صوت. بالك هذه c'est pas normal. C'est Hamid, la question est à vous. On vient juste d'entendre donc d'écouter notre ami Maître Issa Rahmoun sur la question donc que les déclarations d'Ahmadji Tebboune qui a dit que garantir une justice indépendante et intègre reflétant l'état de droit en Algérie, mais aussi il a déclaré l'indépendance judiciaire, sur l'indépendance judiciaire, révision en profondeur des textes juridiques, des lois nouvelles et des modifications de textes existants sont en cours, visant notamment à faciliter l'accès à la justice, simplification des procédures, sécurité judiciaire renforcée, soutien aux magistrats dans les conditions socio-professionnelles. Il souligne que la justice doit être équitable, assurer aux citoyens l'égalité devant la loi, rassurer les justiciables et que la fonction judiciaire est noble, fondée sur la loyauté et l'intégrité. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce discours, par rapport à ce discours, c'est Hamid? Vous savez, quand un gouvernement vient et promet des réformes, promet des changements, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, ils peuvent parler du passé, dire que dans le passé, les choses n'étaient pas bonnes, nous sommes en train de travailler pour améliorer les choses. Mais quand vous venez 7 ans et pendant les 6-7 dernières années, vous n'arrêtez pas dire que vous avez la meilleure gouvernance, le meilleur système de justice, meilleur ceci, meilleur cela. Et comme ça, soudainement, vous venez et vous dites que désormais, nous allons mettre en chantier un programme de réforme et la justice en Algérie sera meilleur qu'ailleurs, meilleur qu'avant. Désormais, il n'y aura plus d'injustice. Il y a une incohérence dans le langage. Et du coup, comme Maître Rahmoun dit, ce sont que des promesses en l'air. Voir est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent, est-ce qu'ils sont au courant de leurs contradictions, ou bien c'est le même thème, ils répètent les mêmes choses. D'ailleurs, on va parler d'autres sujets où j'ai pris la peine, avec beaucoup de peine, à lire ce qui a été écrit dans la revue Jish, et je vais vous faire une analyse par rapport à ça. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau que des promesses en l'air. C'est les mêmes personnes qui ont promis qu'ils avaient une justice implacable, et maintenant ils disent qu'ils sont là pour réformer. On ne change pas d'équipe. Si la justice était bonne, pourquoi? Très bien. Restez avec nous, c'est Hamid. Maître Issa Rahmoun, on va écouter dans ce passage les déclarations du chef de l'État, Ahmadji Tebboune. مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة
كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف. Voilà, donc Tebboune défend ses innocences, piliers de la justice. Mais aussi, on aimerait bien que vous nous éclaircissiez donc un peu sur ces déclarations quand il dit que un nouveau statut pour les magistrats avant la fin de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais si vous voulez juste aussi réagir par rapport à ces déclarations, là, il dit clairement à Majid Tebboune, donc défense, innocence, pilier de la justice en Algérie. Votre réaction, Maître Issa? Merci, Sénateur. Avant de répondre à cette question, il y a lieu de restituer les termes du débat sur l'indépendance de la justice. Vous savez très bien que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe par lequel l'indépendance de la justice et des magistrats est consacrée. Donc le CSM, dans les articles 180 à 185 de la Constitution, ont réglementé, ont orienté, organisé le fonctionnement de ce Conseil. Il s'agit principalement de 4 piliers pour trouver un peu le rôle, mais aussi le degré d'indépendance et les défis qui attendent les magistrats. Il y a le cadre constitutionnel et le rôle du Conseil. En deuxième position, sa composition. En troisième position, son fonctionnement. Et en quatrième position, le degré d'indépendance, ses forces et limites dans l'aspect pratique. Et justement, quand on va essayer d'étudier un peu ces 4 points à partir du cadre constitutionnel que j'avais énoncé à partir de l'article 180 à 185 de la Constitution, le CSM est chargé est garanti par la Constitution algérienne depuis 2020, à l'occasion de la réforme, qui était aussi garantie par les anciennes Constitution. Il a pour rôle principal de garantir l'indépendance de la justice en particulier, mais aussi des magistrats. Donc le CSM, Maître Issa Rahmoul, le CSM, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, effectivement. Ah, très bien. Et juste pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Et aussi le président Majid Tebboune est le président donc, du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça? Voilà, au-delà du cadre constitutionnel, effectivement, là on revient à la composition. Effectivement, le président de la République est président du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président, c'est le premier président de la Cour suprême qui est vice-président du CSM. Après, on retrouve des 6 personnalités compétentes qui ne sont pas du corps de la magistrature, qui font partie du monde académique, du monde de la publication et de la recherche juridique, qui sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation. Donc, voilà, les trois organes nomment pour chacun 2 membres. Et aussi, le président du Conseil national des droits de l'homme, vous savez de quel conseil je parle, qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, si on fait une comparaison, et là, ça devient intéressant, on va prendre 2 pays. Un pays voisin, qui est la Tunisie, et la France. Quand on prend justement pour la Tunisie, et c'était une révolution avant 2022, avant le coup d'État opéré par Kais Saïd, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président
c'est le premier président de la Cour de cassation. Son vice-président, c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est-à-dire que le ministère public est vice-président et qu'on donne beaucoup plus de prérogatives au juge de siège, celui qui rend des décisions. Pour les membres, un tiers magistrats élus entre juge du parquet, juge administratif et financier. Un tiers de personnalités indépendantes. Et c'est là que ça devient très intéressant d'étudier le cas tunisien. Bien sûr, avant 2022. En France, c'est le pays, et écoutez, c'est Nassara, il ne faut pas se voiler les faces, parce qu'on est proche en termes de système judiciaire, en termes de système juridique, dans le code civil ou dans le code pénal, dans les différents pôles qui sont installés. On est très proche de la Tunisie, un peu loin du Maroc, parce que c'est un régime royal, et proche aussi de la France. En France, le président, c'est le président de la République. Symboliquement, il n'assiste jamais aux réunions du CSM. Le vice-président, c'est le garde des Sceaux qui n'assiste jamais aussi au CSM, mais depuis 2008, 2007, 2008 à peu près, si ma mémoire ne me trompe pas. Et la composition aussi nous renvoie à une autre composition que celle du CSM algérien. Donc, pour vous dire, dans cette composition, et justement dans le rôle, et permettez-moi de revenir sur ça parce que c'est très important, ce que dit la Constitution, la réforme qui était apportée en 2020, que le régime veut vendre à l'opinion internationale. Et là, après, je reviens sur la présomption d'innocence. Ils disent que l'un des acquis, justement, de la réforme, c'est que tout magistrat qui estime qu'il y a eu une atteinte à son indépendance peut saisir le CSM. Quand on connaît la nature du régime algérien, c'est un régime policier, dans toute sa splendeur. Dès qu'un magistrat saisit justement le Conseil supérieur de la magistrature par rapport à une atteinte qui vise son indépendance, son inamovibilité et son intégrité, c'est là qu'il est radié de la profession. Souvenez-vous de l'épisode de Saad Eddine Marzouk. C'est un cas d'école. Souvenez-vous du procureur de Sidi Mohamed qui était muté. Et là, on porte atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats. Tout est fait pour piéger justement des magistrats qui veulent s'engager dans la lutte pour leur indépendance et leur intégrité. 123, l'article du Code de procédure pénale algérien qui consacre la présomption d'innocence. Quand il y a des garanties de présentation devant un procureur, un juge d'instruction, à l'occasion d'une affaire quelconque. Et là, je saisis le message qui a été envoyé par Mustafa Benjama. Est-ce que ce journaliste aujourd'hui pourrait écrire dans un organe de presse algérien et dire que le fonctionnement de la justice n'est pas normal dans un pays qui se dit normalement normal? Il risque de se voir jugé par un juge dont il défend les intérêts. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation kafkaïenne. Quand tu défends l'intégrité, l'indépendance des magistrats, tout de suite, tu es accusé de porter atteinte à l'intégrité nationale, organique, professionnelle d'un magistrat. Les premiers, je dirais que les magistrats algériens, avant d'avoir, parce qu'être magistrat, c'est un mandat, avant que ça soit une profession. C'est un mandat éthique. Les premiers à être masochistes dans leur fonction, qui acceptent le dictat, c'est les magistrats. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler aussi de magistrature en l'absence de magistrats. J'aurais voulu qu'elle m'arrête, mais bon, je sais bien que vous aurez des réponses négatives. Il n'y a aucun magistrat qui voudrait intervenir à Al-Magharibia. Absolument. Absolument. Même les avocats, on n'en parle pas des magistrats. Mais l'organe censé donc garantir l'indépendance des juges, parce que je vais vous faire passer après une vidéo et vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça. Le Conseil donc supérieur de la magistrature, cet organe censé garantir donc
l'indépendance des juges, et on y voit une contradiction de principe, bien sûr, dans ce que vous avez étalé, Maître Issa Rahmoun. Surtout qu'Amajid Tebboune a annoncé des réformes, mais malheureusement, ces réformes, ils ne touchent pas donc à l'indépendance des juges. On va écouter dans ce passage la note dont on a parlé ces derniers jours du barreau d'Alger, donc qui a mis à l'ordre les avocats pour leurs interventions dans les médias. بعد المعاينة المتكررة والمستمرة لظواهر تتنافى مع الأصول والقواعد الأخلاقية والمهنية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة، وفي ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية الإذاعية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي بات يظهر فيها عدد من المحامين بصفة دورية ومن دون التقيد بالإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية المحددة، فإنني أجد نفسي ملزما بالتذكير بما نصت عليه القوانين والتنظيمات. لقد لوحظ وللأسف الشديد أن بعض الزملاء يشاركون في النقاشات الإعلامية ويتناولون قضايا اجتماعية وسياسية لا تقع ضمن اختصاصهم المهني البحت، ودون أن يكون لهم انخراط معلن أو صفة رسمية في نشاط سياسي أو جمعوي يبرر ذلك، مما يضع المهنة وصفة ممارسيها في مواضع لا تليق بها. التوقف الفوري في الخوض عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها في نقاشات سياسية أو اجتماعية غير قانونية بحتة خارج المنخرطين وبصفة رسمية في هيئات وتنظيمات تبرر نشاطهم وبصفتهم هذه دون غيرها. الاحترام الكامل لتقاليد وأخلاقية المهنة التي تفرض الاستقامة والنزاهة والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة لصورة المحامي والمهنة. إن مجلس المنظمة لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقواعد الممارسة المهنية، سيما احترام مضمون هذه المذكرة والعمل بها. Voilà, Hamid Lellou, yani entre un discours officiel, et vous l'avez dit, de l'indépendance de la justice et les pratiques quotidiennes donc du contrôle. On a parlé de l'affaire du journaliste Mustafa Ben Jama'a qui a été condamné à un an de prison avec sursis hier, mais aussi cette semaine, jeudi le 14, le procès de Fethi Gharras, aussi qui est sous contrôle judiciaire, juste parce qu'il a participé à une émission où il a donc qualifié, si on peut dire, ou critiqué les propos du chef de l'État, Majid Tebboune, dans la dernière entrevue. La réalité est tout autre. On peut parler aussi de l'exemple de Karim Tabou, d'autres militants politiques, militants des droits de l'homme. Pourquoi, d'après vous, le régime algérien essaye de donner une image très positive de l'indépendance de la justice, que l'Algérie respecte les libertés, les droits et tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est une image qu'on veut vendre donc, et qu'on veut véhiculer pour l'extérieur, Hamid Lellou? Mais si vraiment l'extérieur était intéressé par ce qui se passe en Algérie, s'ils étaient sincères par rapport à la critique qu'ils auraient vis-à-vis de ce régime, ce n'est pas sorcier de démontrer que l'injustice algérienne règne partout dans tous les domaines et que la justice elle est complètement inexistante. Moi, j'ai envie aussi de rebondir, et c'est lié à la question sur la présomption d'innocence. Quand un chef suprême dit publiquement que les journalistes sont des khabarji, elle est où la présomption d'innocence? Quand ces mêmes responsables interviennent directement pour influencer le déroulement d'une procédure judiciaire, elle est où l'indépendance? Quand il y a toutes ces contradictions, et d'ailleurs c'est l'une des raisons, peut-être la seule raison pour laquelle nous n'avons pas d'investissement étranger, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'indépendance, et c'est toujours la justice du téléphone, c'est des connexions, c'est des relations, c'est des intérêts, et parce que les autres institutions sont faibles, eh ben, l'indépendance de la justice ne peut pas être garantie, parce que
l'équilibre des institutions, c'est ça qui fait leur protection. Et s'il n'y a pas d'équilibre entre les institutions, c'est difficile de garantir le bon fonctionnement des unes et des autres. Et on sait, comme Maître Rahman l'a rappelé, nous sommes dans un système de sécurité totale, de police politique, qui impose les manières de faire et qui dicte le déroulement et le travail de ces institutions. Les lois, vous savez, on n'a pas besoin de changer les lois. Sur le papier, nous avons ce qu'il faut comme loi. Maintenant, est-ce que ces lois sont appliquées? Absolument pas. Et on le voit tous les jours. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, pourquoi bon réformer quelque chose qui marche, soit dit? Il est où l'intérêt? Pourquoi dire que maintenant ça ne marche pas? Il y a des gens qui nous disent que nous avons le meilleur système. Alors pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, ils veulent réformer? Et puis encore, il y a beaucoup de choses. Peut-être la chose qui intéresserait les juges, c'est peut-être leur gain-pain. Maintenant, ils vont avoir plus important pour que le déroulement de leur travail, je ne vois pas de changement par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Très bien. Je sais que vous voulez parler aussi de la revue Al-Jaysh. Hamid Lello, je vais rester avec vous. On va revenir donc sur la revue Al-Jaysh voilà, donc l'armée nationale populaire, une véritable école supérieure de patriotisme, mais aussi l'éditorial de la revue Al-Jaysh, qui a l'ANP entièrement prête à relever tous les défis. Donc on peut lire, donc a été titré l'éditorial d'Al-Jaysh, l'ANP entièrement prête à relever tous les défis. Et Soundbite 7 nous a mis de la régie si c'est possible, donc on va juste regarder cette petite vidéo. Je reviens à vous, Hamid. Avec un sens aigu du devoir national, l'armée nationale populaire continue avec détermination d'assumer ses nobles missions. Protéger la patrie, renforcer la souveraineté et défendre l'indépendance nationale. Une mission qui s'inscrit dans la continuité du sermon des Moudjahidines et de l'héritage du 1er novembre, écrit la revue Al-Jaysh. Dans son allocution, le général d'armée avait tenu à mettre en lumière la vision stratégique du pays, reposant sur une économie émergente, une armée puissante et un front interne solide pour une Algérie stable, forte et souveraine. Aujourd'hui, ajoute l'édito de la revue Al-Jaysh, l'ANP poursuit sans relâche son processus de modernisation et de développement, intégrant les nouvelles technologies de défense et formant une génération d'officiers hautement qualifiés. Une évolution qui s'inscrit dans le cadre du projet national de renaissance, porté par l'Algérie nouvelle, un projet qui repose sur la cohésion, la solidarité et l'unité du peuple. Dans un contexte régional et international marqué par les tensions, l'Algérie avance d'un pas sûr, forte de la cohésion entre son peuple, ses institutions et son armée. Une cohésion, ajoute encore l'éditorial, qui a permis à maintes reprises de déjouer les complots et de faire échouer les manœuvres hostiles visant à déstabiliser le pays. Voilà, un petit résumé de Hamid Lello, de l'édito Al-Jaysh. Quelle est votre impression, quelle est votre analyse quand on entend, quand on lit ce qui est donc écrit, qui a été écrit donc dans cet édito d'Al-Jaysh? Laissez-moi déjà vous dire que c'est très pénible de lire les éditoriaux d'Al-Jaysh. Avec leur langage pompon, très superficiel. Et puis une institution qui normalement devrait être strictement sécuritaire et faire les affaires militaires, ça ne devrait pas être, qui n'a pas besoin et qui peut-être ne devrait pas communiquer avec le public. Mais bon, ils ont décidé de communiquer avec le public, autant le faire de manière professionnelle. Et j'ai lu avec beaucoup de peine et j'ai relevé quelques incohérences. Il parle de ses fils comme si les filles n'existent pas, au lieu de dire ses enfants, l'institution militaire et ses fils. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a que les fils.
Il parle d'une armée devenue redoutable. C'est-à-dire que dans le passé récent, elle n'était pas redoutable du tout. Il parle d'une armée adaptée aux nouvelles transformations. Comment on peut savoir qu'ils se sont adaptés aux transformations? Les entraînements ne suffisent pas. Est-ce qu'ils ont appliqué toutes ces transformations? Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'ils font des guerres dont on n'est pas au courant? Comment ils peuvent savoir qu'ils ont cette armée qui est adaptée? Ils parlent de frontières sûres. Oui, mais dans les informations, tous les soirs, on entend des centaines de quintaux de drogue qui passent la frontière et tous les trafics de tous les jours. Et ils sont où ces frontières qui sont? Ils parlent même de l'éternelle révolution de novembre. Ça continue, on continue avec cette révolution, la guerre n'est pas finie. Et je me demande, celui qui a écrit ça, s'il n'a pas écrit ça dans l'esprit que personne ne va le lire. Et il a mis des phrases je n'ai pas vu de transition entre les phrases. Ils passent du coq à l'âne, ils changent de sujet et ils mettent. Franchement, j'essaie de comprendre. Ils disent aussi les ennemis de l'Algérie sont nombreux, ils sont partout et ils sont là, ils ne nous aiment pas et ils veulent nous détruire. Mais nous sommes un grand pays et ils disent aussi que c'est un pays qui s'appuie sur ses réseaux d'amitié. L'histoire a montré à quel point nous sommes une grande démocratie et nous sommes aussi une grande diplomatie. Mais si vous comprenez quelque chose, expliquez-moi. Parce que moi, quand je lis les phrases, c'est tout et son contraire. Donc cet éditorial, encore un flop. On peut dire, c'est Hamid, que l'éditorial affirme que l'Algérie demeurera, puisque vous avez parlé, fière et inexpugnable grâce à cette alliance peuple-armée, malgré les manœuvres, les complots et les pressions extérieures. C'est toujours cette idée de complot, qui est contre l'Algérie, donc que l'Algérie est visée et que on doit donc s'unir autant avec l'armée et le peuple. Qu'est-ce que cela veut dire en termes politiques quand l'armée s'exprime de cette façon? L'armée n'a pas besoin de s'exprimer là. L'armée n'a pas besoin de demander au peuple de s'associer à elle. Ça, c'est quelque chose d'intrinsèque à une nation. C'est quelque chose de naturel. L'armée devrait être une institution mise à part, de côté, qui appartient à tout le monde et qui devrait faire son travail. Déjà, en tant que militaires, ils ont une mission extraordinaire, une mission importante qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de ressources. Donc c'est une armée qui, théoriquement ou normalement, ne devrait pas s'immiscer dans d'autres affaires. Ils ont déjà assez à faire comme ça pour leur ajouter le côté économique, le côté politique, le côté parler du peuple et aller courir après le peuple. Non, c'est pas son travail. Et justement, le lien peut-être entre l'armée, puisqu'on parle de l'armée maintenant, et la justice, c'est que la justice garantirait au conditionnel, justement, cette bonne justice garantirait cette cohésion, cette synergie et cette symbiose entre le peuple et l'armée. L'armée n'a pas à demander. L'armée, elle appartient au peuple. Et c'est du devoir du peuple de soutenir l'armée. L'armée sans le peuple, elle ne peut pas exister. Et l'armée sans le peuple, elle ne peut pas travailler. C'est incohérent. Ce qu'il dit, c'est incohérent. Et passer le clair de leur temps à parler de cette armée, et de l'autre côté, ils disent arrêtez de vous attaquer à notre armée. Mais c'est eux qui ramènent le sujet de l'armée. C'est eux tous les jours qui mettent l'armée au milieu. Pourquoi? On ne devrait pas parler de cette institution. C'est une institution professionnelle, c'est même pas une institution, c'est une organisation professionnelle. Et les militaires, quel que soit leur grade, ils sont au service du peuple. C'est nous qui les payons. Comment est-ce qu'une armée fonctionne? C'est quoi son budget? L'armée,
à part quelques armées qui ont des industries, l'armée, elle ne génère pas de plus-value. C'est une machine consommatrice. Elle consomme. Elle consomme quel argent? Elle consomme l'argent du contribuable. Si on fait les choses comme il faut, l'armée, elle est au service du peuple. Ce n'est pas le peuple au service de l'armée. Et j'ai l'impression que c'est ça la définition, comment il voit les choses. C'est le monde à l'envers. Très bien. C'est le monde à l'envers, vous êtes en train de dire, Hamid Leloum. Maître Issa Rahmoud, quand on lit l'édito Al-Jaish, bien sûr, qui est venu juste après donc, cette visite d'Abdelmajid Tebboune au siège du ministère de la Défense, et bien sûr beaucoup d'interrogations sur cette visite, sur la forme, mais aussi sur le fond par rapport à son allocution, à son discours. On peut lire dans l'édito de la revue Al-Jaish, il valorise la cohésion entre le peuple et l'armée, et souvent, donc, on matraque les Algériens avec cette expression, cohésion entre le peuple et l'armée, comme un élément fondamental de stabilité nationale. Le peuple et l'ANP sont présentés comme unis face aux ennemis et aux tentatives de division. Quelle est la lecture politique qu'on peut faire de ce passage? Merci, Nasser. Avant de répondre à ta question, je voudrais rebondir sur la déclaration, enfin le communiqué et la décision du Conseil de l'ordre du barreau d'Alger quant aux avocats qui se prononcent publiquement. Il y a un peu d'objectivité dans cette décision. Souvenez-vous, et vous le connaissez toutes et tous, Shirch Shamseddin, celui qui fait enfin, ijtihad sur les aspects liés à la religion, etc. Le Fatawi, voilà. Et on a constaté justement qu'il y avait des avocats, des confrères, malheureusement, qui faisaient ce genre de Fatawi al-Hawa pour des affaires de statut personnel ou des affaires familiales et même de droit commun. Je me rappelle, c'est une anecdote, un de ces avocats avait dit que une dame l'a appelé au téléphone pour lui dire voilà, mon mari il m'a agressé, il m'a violenté, j'ai un arrêt de travail de 30 jours. Et c'était quoi sa réponse à ces massins? Il lui disait wesh dartilo. Il a justifié l'agression. On justifie l'agression d'une femme. Et là, ça devient problématique. Ce confrère, qui est ni engagé politiquement, ni dans les dossiers des droits humains, ni dans une quelconque aventure existentielle, justifie l'agression d'une femme pour un arrêt de travail de 30 jours. Je pense qu'il y a un peu d'objectivité dans le communiqué. Par contre, il y a des déviations. On ne peut pas m'interdire d'être avocat chroniqueur. Souvenez-vous de Sonia Dahmani, une avocate tunisienne qui est actuellement en prison, qui est une avocate chroniqueuse. Pour le fait, elle a dit en Tunisie, le bled Heila. C'était un petit message. Elle se retrouve en prison. Je ferme la parenthèse. Pour donner mon avis. Après, pour l'édito de Jaish, effectivement, et on revient, il faut pas être amnésique. 2020, l'amendement de la Constitution, à partir du chapitre consacré de l'État, chapitre 3 de l'État de la Constitution, et à partir de l'article 30 de la Constitution, qui consacre la consolidation et le développement. Premier paragraphe. Les missions permanentes de sauvegarde de l'indépendance. Assurer la défense et l'unité et l'intégrité du territoire. Mais le paragraphe 4, l'armée est chargée d'assurer la défense de l'unité, de l'intégrité l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux
et stratégique du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles. J'ai la Constitution devant moi. À partir de l'alinéa 4 de l'article 30 de la Constitution à Sénassar, l'armée se donne toutes les prérogatives d'intervenir dans le champ politique, dans le champ économique, dans le champ social, dans le champ culturel, dans le champ cultuel, dans le champ diplomatique, dans le champ de l'éducation, de la santé, dans tous les champs. L'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Les dispositions constitutionnelles, ils ont des organes. Le Haut Conseil d'État, le Conseil des ministres, le président et l'exécutif, le gouvernement. Quand il y a des décisions prises par ces organes, ces institutions, à travers une législature, à travers une APN, qui est une boîte d'enregistrement, qui valide tout. L'essentiel de la prime تاعي des logements تاعي في سيدي فرج في السطاوالي في تيبازا في la rive ouest d'Alger. Apparemment, c'est intéressant. Et voilà, on se retrouve devant une situation assez massacre. Oui, la Constitution de 2020, et c'est une stratégie très bien élaborée. Après 2019, le régime a répondu par la phrase suivante. Il n'y a pas d'état civil. C'est un régime militaire. Et pour se faire exercer ce rôle, ou bien ce pouvoir politique, on passe par la Constitution, qui est la loi fondamentale. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui que l'édito de D'ailleurs, vous avez trouvé dans l'édito de Jaish un passage du chef de l'État et 2 passages de Saïd Chingriha. C'est-à-dire, en fin de compte, et puis ce journal Jaish, attention, il ne s'adresse pas aux militaires, il ne s'adresse pas aux camps constitués, il s'adresse au peuple, il s'adresse à l'opinion internationale. Très bien. Maître Aïssa Rahmoud, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, l'éditorial présente une vision binaire. La voix aussi, Hamid Ellou, je vais terminer avec vous très rapidement. Et du monde opposant une Algérie vertueuse, unie et souveraine à des ennemis internes et externes. Cette approche, pour beaucoup d'observateurs, est simpliste, ne rend pas justice à la complexité des défis contemporains auxquels le pays donc est confronté. L'exemple, on a entendu par exemple Majid Tebboune dans la dernière entrevue parler de Khaïn Eddar. On a entendu aussi Abdelkader Bengrina parler de l'Goumiya, de l'Herka. La mention de complot et de traîtres sans identification précise des menaces ou des acteurs impliqués empêche une compréhension claire des enjeux réels. Très rapidement, 30 secondes chacun. C'est qui commence? Aïssa Rahmoud, pardon. Très bien. Effectivement, c'est Nasser Khaïn Eddar, il faut l'identifier. Et les forces extérieures qui menacent l'Algérie, il faut les identifier. Comment on veut construire cette unité nationale, ce front national? Personne n'aime l'Algérie plus que l'autre. Attention, il ne faut pas qu'il nous joue sur cette thématique. Je suis plus amoureux que l'Algérie. Il y a ceux qui aiment les richesses de l'Algérie et ceux qui aiment l'Algérie. Absolument. Il faut se démarquer de ça. Donc, où elles sont ces menaces? Pour les combattre ensemble, pour construire ensemble. Ils sont-ils à l'intérieur comme à l'extérieur? Et puis même ils sont à l'intérieur. Moi, je donnerais du crédit à ceux qui vont à l'intérieur. On va dire c'est des égarés. C'est des égarés. Il y a une justice qui va répondre. Merci. Il y a un débat qui va s'installer. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoud. Désolé. Hamid Ellou, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? On a vu bien sûr l'exemple ou la mention de complot, de traître,
sans identification précise des menaces ou des acteurs impliqués. On a entendu Al-Majid Tebboune dire Khaïn Ad-Dar, Abdelkader Ben Grina dire que هذا الحركة القومية qui sont à l'étranger. Ce discours, il est en train de diviser les Algériens, mais aussi il est dangereux, Hamid Lello. Mais justement, c'est le mot que j'allais utiliser. Est-ce qu'ils se rendent compte de la dangerosité de leurs dires et de leurs actes? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils font de l'armée non seulement le dernier, mais le seul rempart. Et ça rend l'armée très, très vulnérable. Ça rend l'armée très vulnérable. L'armée a toujours été discrète et maintenant, ils la rendent vulnérable. Ils sont en train de nous dire que les civils ont échoué, que les civils ont failli à leur mission. Maintenant, c'est à nous de gérer le pays de manière directe. Vous savez, le danger, il est où? Peut-être pas maintenant, mais dans quelques années, quand on va voir l'échec, parce que ça va être un échec total, quelle sera leur justification? Parce que jusqu'à maintenant, ils disent c'est le gouvernement d'un tel, c'est le régime d'un tel, c'est les voleurs d'un tel. Mais maintenant, ils disent c'est l'armée qui gère directement. Elle va échouer parce qu'elle ne peut pas. L'armée ne peut pas gérer les affaires courantes du peuple. L'armée ne peut pas faire de politique. Donc, elle va échouer malheureusement. Malheureusement. Et à ce moment-là, quelle sera leur justification? Dans un an, dans 2 ans, la situation sera pire encore. Et comment ils vont justifier? Comment ils vont protéger justement cette armée? Elle est déjà assez vulnérable, elle a déjà assez de pain sur la planche. Alors, de grâce, vraiment ils aimaient cette armée, si vraiment ils aimaient l'Algérie, qu'ils laissent les gens compétents travailler, qu'ils laissent l'armée tranquille, parce que c'est vraiment ça qui met l'Algérie dans une situation la yuhsad alayha, la yuhsad alayha. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous depuis Paris. Merci à M. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, wa bqaw ala khair.